Laurent Dubreuil, ESPN a dévoilé la liste des 100 plus grands athlètes professionnels du 21e siècle, donc depuis 24 ans. Au premier rang, Michael Phelps. Ça va? Ouais, je veux dire, c'est défendable. C'est pas un mauvais premier choix. On va faire ça vite. Serena Williams, deuxième. Messi, troisième. LeBron James, quatrième. Brady, cinquième. Federer, Simone Biles, Tiger Woods, Usain Bolt, Kobe Bryant. Quand même du gros calibre là-dedans, là. Ben, c'est sûr qu'il y a du gros calibre. On a regardé la liste au complet qui est disponible sur Internet si ça vous intéresse. Ouais, il y a plusieurs façons de la regarder. Nombre de gars, nombre de filles. Évidemment, c'est pas surprenant, là, mais un déséquilibre clair où il y a beaucoup plus de gars que de filles. Déséquilibre selon les sports aussi. Je veux dire, 24 joueurs de basket. Est-ce que le quart des meilleurs athlètes du dernier 25 ans sont tous en basketball? Moi, je suis un grand fan de basket, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré. Un seul russe. Mais ouais, exact. C'est très américo-centrique, si on veut, évidemment, là, les gros sports aux États-Unis. Puis, mais bon, je veux dire, c'est ESPN, c'est pas surprenant, mais c'est toujours intéressant à voir ces listes-là. Puis c'est toujours difficile d'essayer de départager les athlètes de différents sports, athlètes olympiques versus athlètes de la NFL. Je veux dire, c'est comment tu fais pour dire qui est meilleur entre Bolt, puis Usain Bolt, Michael Phelps, puis Tom Brady, puis LeBron James. Je veux dire, ça, c'est pas évident, mais il y a combien de joueurs de la NFL? Je pense qu'il y en a 16, 17. Oui, peut-être. C'était 17, je pense, puis il y en avait 24 de basket. Là. Ça commence à faire beaucoup de joueurs qui jouent juste aux États-Unis. Là. Mais basket, ça peut aller, c'est un sport mondial. Football, c'est plate à dire, là, mais c'est un sport régional. C'est juste aux États-Unis. C'est le plus gros sport du pays. Là. Dans le sens, si la même liste était faite, ESPN Inde, il y aurait peut-être 24 joueurs de cricket. Hein, on s'entend. Ça dépend comment tu regardes ça en termes de si tu es très centré sur les États-Unis, ben c'est sûr que ça va sortir comme ça, mais je serais curieux de voir la même liste faite par d'autres pays. Aucun cycliste? On a oublié Contador, Cavendish, Valverde. C'est drôle, hein? Je comprends pas. Pogacar même, là, qui est en train de détruire le Tour de France. Oui, exact. Exact. Et seulement 3 athlètes en athlétisme. Ça, c'est décevant. Bolt, 9e, ça va. Alison Félix, 63e. Bolt aurait pu être plus haut en passant. Félix, 63e. Shelly-Ann Fraser-Price, 77e. Je comprends pas ça. Je veux dire, il y a des athlètes incroyables. C'est un des sports les plus internationaux, puis un des sports les plus purs en termes d'expression de talent physique, on s'entend, c'est courir. L'humain est fait pour courir. Là. Donc, courir vite ou courir longtemps. On aurait pu mettre Kipchoge, qui est double champion olympique de marathon. On aurait pu mettre tellement de noms, tellement de grands champions d'athlétisme qu'en effet, c'est un peu décevant. Effectivement. Par contre, si on se faisait un top 100 au Québec des meilleurs athlètes du 21e siècle, on aurait Thomas Fafard, on aurait Jean-Simon Desgagnés, on aurait Charles-Philibert Thibouteau et on jase avec leur coach, Félix-Antoine Lapointe. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Ah, Laurent! T'es où, là? Vilnius, la capitale de la Lituanie, pour finir des petites vacances. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis parti, mais des vacances familiales de 2 semaines et demie dans les pays baltes. Donc l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. C'est fantastique. Est-ce qu'on sent la fébrilité olympique même dans ces pays-là? Même dans ces pays-là? Oui, en fait, je pense que c'est des pays qui sont fiers de leur identité. C'est des pays qui ont été sous régime communiste soviète, occupés par les soviets contre leur gré pendant 50 ans. Fait que depuis qu'ils sont indépendants, je pense qu'une façon pour des petits pays comme ça de se faire voir, c'est de sortir un athlète exceptionnel une fois de temps en temps dans un sport. Puis on a visité d'ailleurs en Estonie le musée national des sports d'Estonie là, sur les Olympiques. Là, puis tu vois clairement une fierté pour le sport olympique. Tu sais, à un certain point, peut-être même plus grande que chez nous. Là. C'est un tout petit pays, mais évidemment, ils gagnent moins de médailles que nous. Là, mais quand ils en gagnent une, par contre, là, l'athlète qui la gagne est une méchante vedette dans le pays. Là. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport,
c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut Félix-Antoine. Bonjour, merci de me recevoir. Hey, Félix-Antoine, toi, tu es actuellement en Suisse. Oui, c'est ça. Donc, avec une partie de l'équipe nationale, les athlètes de demi-fond, on est à Saint-Moritz, en Suisse, en camp préparatoire pour les Jeux olympiques. Donc, en altitude dans les montagnes de la Suisse pour un bloc là, de presque 3 semaines. Puis, c'est bien excitant, c'est un super bel environnement. Puis, les athlètes sont en forme, donc on est bien content d'être ici. Alors, on a quelqu'un qui est là, ici, qui est en Lituanie, quelqu'un là qui est en Suisse et quelqu'un ici qui est à Stoneham. Alors, il fallait bien quelqu'un pour s'occuper de l'enregistrement de ce balado. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler à quelques jours des Olympiques. Je sais que Laurent a plusieurs questions en tant que fan d'athlétisme, en tant qu'athlète aussi qui compte sur un chrono pour gagner ses points et ses victoires et ses médailles. J'imagine que Laurent, pour toi, de parler justement d'athlètes que tu côtoies à l'occasion, ça doit être quand même assez excitant. Là. Ben oui, je veux dire, moi, j'ai la chance de voir les 3 gars s'entraîner au centre de glace tout l'hiver. Je sais pas si... La chance pour moi, dans le sens que c'est impressionnant. Là, je veux dire, ils passent vite en maudit à côté de nous autres. Puis les rares fois où moi, je jogue, parce qu'à l'occasion, je fais du jogging, c'est assez pathétique à me comparer à eux autres. C'est comme un peu décourageant, mais non, je veux dire, je respecte tellement l'athlétisme. C'est mon... J'ai de la difficulté à dire mon deuxième sport préféré, Marc, parce que si j'avais été bon en athlétisme, j'en ai fait une année quand j'étais adolescent. Peut-être que c'est ce sport-là que j'aurais choisi. Là. C'est vraiment quelque chose que j'adore, au même titre que le patin. C'est juste que le talent avec lequel je suis né m'a amené dans un des deux. Mais oui, c'est ça, les gars, je les vois. Puis Charles Philibert Thibouteau, même la première fois que je l'ai rencontré, là, c'était en 2012, là, avant qu'il intègre l'équipe nationale, on avait été à une remise de médailles ensemble là, pour une compétition d'athlétisme. Puis donc, ça fait quand même longtemps que je connais, puis je le suis. Puis ça m'impressionne énormément ce qu'il a fait. Ben oui. Il a ces deuxièmes Olympiques, c'est quand même incroyable. Exactement. Toi, Félix, donc, 3 athlètes aux Jeux, c'est la première fois? Oui, tout à fait. J'encadre Charles depuis plusieurs années, puis il a fait les Jeux olympiques en 2016. Je donnais un coup de main aussi en 2021 à Mathieu Bilodeau, l'athlète spécialiste de marche qui a fait les Jeux olympiques. Et là, 2024, 3 athlètes, Charles, Jean-Simon, Thomas. Ça reste un accomplissement assez particulier dans notre sport au Canada. Donc, je suis bien fier de ça, puis content de travailler avec ces 3 athlètes-là. Ça va être très, très particulier, effectivement, d'avoir 3 athlètes, 3 distances différentes. Puis, veux pas, j'imagine, c'est une fierté, évidemment, pour toi. On le fait pas pour nous, on le fait pour les athlètes. Lorsqu'on est entraîneur, j'en suis convaincu, tu es le premier à le dire, mais lorsque les athlètes qu'on a entraînés, qu'on a dirigés vers ces places olympiques-là, réussissent leurs objectifs quelque part, c'est une grande fierté pour toi aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a une satisfaction. Puis, ça vient en quelque sorte récompenser les efforts qu'on fait comme entraîneur dans ce milieu-là depuis des années. Donc, c'est une belle fierté. Puis, je suis content de pouvoir vivre ça avec eux aussi comme entraîneur sur l'équipe nationale. Donc, c'est vraiment là, des beaux moments qu'on partage en ce moment dans le camp préparatoire, puis dans les prochaines semaines à Paris. On est à quelques jours des Jeux. Je ne sais pas à quel moment les gens vont écouter le balado, mais ce n'est pas encore commencé pour nous, pour vous non plus. Il reste une semaine encore, plus une autre semaine parce que l'athlétisme est en bout de piste des Jeux. Donc, il se passe quoi dans le quotidien pour toi et pour tes athlètes? Donc, présentement, on est en Suisse, en altitude depuis 2 semaines. Un groupe de 8 athlètes canadiens, dont les 3 athlètes que j'entraîne, dont aussi la Québécoise Simone Plourde qui est avec nous ici. Ouais. Puis, dans quelques jours, on va se diriger à Barcelone, où là, on va rejoindre l'ensemble de la délégation canadienne en athlétisme, que ce soit les sprinteurs, les sauteurs, les lanceurs, les athlètes de demi-fond. Donc, on va être tous là-bas pour environ une semaine pour notamment s'adapter à la chaleur, parce qu'on sait qu'à Paris, il va faire chaud. Puis à Barcelone, la température est élevée aussi. On est dans le même fuseau horaire, donc le déplacement entre Barcelone et Paris se fait bien. Puis après ça, en fonction de la date auquel les athlètes compétitionnent, il y aurait quelques vagues de départ où les Canadiens vont partir de Barcelone à Paris pour arriver au village olympique 3 à 4 jours avant leur première épreuve. Que des détails, hein? Beaucoup de déplacements finalement. Oui, puis rendu là, c'est le souci du détail, dans le sens où pour la plupart des athlètes, c'est le rendez-vous le plus important de leur carrière sportive. Donc, on essaye de bien peaufiner la préparation
ce qui explique que pour les athlètes d'endurance, on est en altitude présentement, dans le même fuseau horaire, ce qui explique qu'on va se retrouver dans un endroit où la température est similaire à Paris dans la semaine avant, à Barcelone, toujours dans le même fuseau horaire. Donc, on essaie de maximiser chaque petit détail à l'approche des Jeux olympiques. Juste pour les gens qui écoutent notre podcast, qui sont peut-être pas des spécialistes d'entraînement, pourquoi l'altitude, pourquoi la chaleur? La chaleur, j'imagine que c'est plus compréhensible. L'altitude, qu'est-ce qui fait que vous allez en altitude? Combien de temps vous y allez dans l'année ou c'est-tu juste avant les compétitions? Peux-tu nous l'expliquer un peu, s'il te plaît? Ouais, l'altitude, c'est intéressant en athlétisme pour tous les spécialistes d'épreuves d'endurance. Donc, disons, à partir du 800 mètres, il peut y avoir des bénéfices jusqu'au marathon dans les épreuves de l'athlétisme. Donc, ça permet vraiment d'améliorer tout ce qui est les capacités aérobie, tout ce qui est relié à l'endurance. Mais c'est très exigeant, puis il faut bien gérer ces camps-là. Dans le sens où lorsque les athlètes sont exposés à l'altitude, tout devient un petit peu plus dur au quotidien. Ne serait-ce que marcher, monter des escaliers, faire un jog à basse intensité, faire des séances intenses. Donc oui, le corps de l'athlète va être stressé, va en résulter des adaptations, va améliorer toutes ses composantes au niveau de l'aérobie, de l'endurance, mais il faut que ce soit bien dosé. Puis un des exemples, c'est que souvent lors des entraînements intenses sur piste, c'est nécessaire qu'on descende à basse altitude. Donc là, présentement, on est à Saint-Moritz, en Suisse, mais à deux à trois fois par semaine, on fait la route vers la piste d'athlétisme à basse altitude la plus proche, qui se trouve à être en Italie. Donc, on conduit pendant 1 heure, on se retrouve à basse altitude, on descend la montagne, puis là, on fait la séance qui est très intense, qui a des allures élevées. Puis, on vient récupérer en conduisant, en remontant en altitude par la suite. Donc, il y a un fin dosage, puis un équilibre entre la récupération puis l'entraînement qui est très important lorsqu'on est en altitude. Puis, règle générale, avec les athlètes de haut niveau que j'encadre, on fait 2 à 3 camps dans l'année. Donc, par exemple, on fait, règle générale, un camp de 3 à 4 semaines en janvier. Quand on est en Amérique du Nord, on va souvent à Flagstaff, en Arizona. Puis, un autre camp similaire au mois d'avril. Donc, un athlète comme Charles, par exemple, c'est ton 3e camp d'altitude dans l'année, en avril à Flagstaff, en janvier en Flagstaff, puis maintenant quelques semaines avant les Olympiques à Saint-Moritz en Suisse. C'est quoi l'altitude de Saint-Moritz? Vas-y. Saint-Moritz, c'est autour de 1800 mètres. C'est un des 2 endroits qui est prisé par les coureurs puis les athlètes de haut niveau en Europe. Font-Romeu en France étant l'autre que plusieurs athlètes de haut niveau sont basés avant les Jeux. Donc, c'est assez spécial parce que c'est une petite ville, Saint-Moritz, mais quand on se retrouve au centre-ville, on croise les athlètes de l'équipe nationale d'athlétisme dans les épreuves de demi-fond de la grande majorité des pays à travers la planète. Donc, vous n'êtes pas tout seul là-bas, là? Tous les meilleurs coureurs au monde sont ici, ou du moins une grande majorité. Quelques autres ont fait le choix d'aller, par exemple, en France, à Font-Romeu à la place. Ah, ça, c'est intéressant. Ça. J'imagine que ton Google Agenda, il y a plein de lignes avec plein de couleurs. Ça ne doit pas être facile à gérer, tout ça, là. Non, en effet. Écoute, je sais pas, est-ce que tu sens une pression comme entraîneur, puis peut-être que Laurent peut le confirmer, parce qu'avec Grégor aussi, il y a une relation entraîneur-athlète. Toi, de ton côté, tu as 4 athlètes, là, si je comprends bien, avec Simone Plourde, qui est également présente au jeu, donc tu n'es pas l'entraîneur principal. Donc, il y a comme une certaine pression. Il faut que je sois bon pour les 4 individuellement. Ça reste des athlètes individuels là, que tu entraînes. Oui, c'est ça. Puis il y a 4 autres athlètes canadiens là, d'autres provinces qui sont avec nous. Donc, j'ai grosso modo 8 athlètes à superviser ici en camp. Puis c'est sûr qu'il y a 2 grands rôles qu'on peut avoir. Donc, il y a les athlètes qu'on encadre à l'année, comme Charles, Jean-Simon, Thomas, où là, tout ce qui est le travail de planification lors de la phase finale, on ne veut pas faire d'erreur, puis on veut que tous les petits détails sur le type de séance d'entraînement qu'ils font soient bien agencés, qu'on s'adapte en fonction de comment ils récupèrent d'un entraînement à l'autre. Donc, on ne veut pas, en guillemets, manquer notre coup dans la préparation finale alors qu'on a bien réussi à se rendre jusqu'ici avec un bon niveau de forme et une qualification olympique. Puis je te dirais que pour les autres athlètes qui évoluent dans d'autres environnements, que ce soit au Canada ou aux États-Unis en étant canadien, c'est beaucoup un travail de sur place, comment est-ce que je peux t'aider à avoir du succès. Donc, il y a une préparation qui se fait en amont où dans les semaines avant, on va communiquer avec leur entraîneur personnel, avec les athlètes. Quel est ton plan d'entraînement lors du camp à Saint-Moritz? C'est quoi les séances que tu prévois faire pour que moi, je puisse prévoir être avec eux sur la piste, donner les chronos, leur recommander d'ajuster aux besoins. Donc, ces 2 rôles-là sont différents, que ce soit des athlètes qu'on encadre à l'année ou des athlètes qu'on encadre seulement lors des championnats ou des camps d'entraînement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la chance de jouer ce rôle d'entraîneur national lors des 2 derniers championnats du monde, en 2023-2022. La plupart des athlètes, j'ai déjà travaillé avec eux dans les dernières années. Donc, même si on ne les coache pas au quotidien, on développe un lien de confiance avec eux. On est habitué de travailler avec leur entraîneur personnel. Donc, tranquillement, on bâtit la confiance puis on apprend à connaître ces athlètes-là aussi. As-tu le goût des fois de leur dire, il me semble que je te vois courir, là, puis tu serais plus rapide si tu faisais ça? Faut pas tout changer avec ces athlètes-là, dans le sens que ce qui est important dans la phase finale de préparation, là, c'est que les athlètes arrivent confiants lorsqu'ils vont être sur la ligne de départ. Donc, des fois, c'est des petits ajustements pour pas qu'ils arrivent trop fatigués. Ils peuvent avoir, par exemple, une séance qui est super bien planifiée par leur coach personnel, mais on arrive sur la piste, que ce soit en Suisse, en Italie, c'est venteux, il fait chaud, il pleut, l'entraînement devient plus difficile. Donc là, on va suggérer des petites adaptations pour être certain que l'athlète n'utilise pas un petit peu trop d'énergie puis qu'il ne laisse pas un peu ses chances de succès à Paris sur la piste en Suisse ou en Italie. Donc, c'est des petits détails qu'on va essayer d'aider l'athlète, mais on ne veut pas tout changer parce qu'on se dit que s'il s'est qualifié, s'il s'est rendu là, c'est que la recette qu'il utilise fonctionne. C'est bon. Laurent? Oui, je pense que c'est une force de coach de savoir ne pas trop en faire, dans le fond. Tu sais, comme tu dis, quand tu arrives au championnat, tu es prêt, là, tu sais, c'est quasiment... je veux dire, moi, j'ai tellement d'histoires avec Grégor qui est juste comme, il va nous laisser gagner au ping-pong. Il va nous laisser gagner au ping-pong. On joue au ping-pong, il va faire exprès de perdre pour que, là, la tête est en confiance. Moi, je dis, j'ai pas besoin que tu me laisses gagner parce que je suis capable de te battre, là, mais, tu sais, dans le sens que c'est comme, tellement des petites niaiseries, là, mais c'est comme, il veut que tu arrives là, tellement confiant, tellement sûr de tes capacités, heureux, détendu, relax, tu sais, versus, c'est quasiment essayer de contrer une envie comme compulsive de tout contrôler. Tu sais, t'es mieux de juste comme... en tout cas, de mon expérience à moi, personnellement, là, j'imagine que ça dépend d'athlète en athlète, là, mais tu sais, c'est des gros changements majeurs, c'est des erreurs que j'ai vu des gens faire en arrivant aux Olympiques, tout changer juste avant les Jeux. Là. C'est comme, t'es rendu là, t'as des chances de bien faire parce que t'as fait le travail depuis des années. Change pas tout ce que tu vas faire à la fin. Moi, j'aime souvent dire que tu peux plus faire d'erreurs que de bons coups dans la préparation finale. Dans le sens, garde ce que tu fais comme d'habitude, tu te tromperas pas, ça va bien aller. Alors que si tu essayes de tout changer à la dernière minute, là, tu n'as plus trop de contrôle sur ce qui va se passer, puis il y a plus de chances que tu te trompes versus les gains que tu peux aller chercher. Écoute, c'est un balado confidence qu'on a, alors tu peux tout nous dire. Ça t'est arrivé de faire une erreur, Félix-Antoine? Oui, je dirais que plus jeune dans ma carrière, c'est arrivé que dans la phase finale, l'intensité de l'entraînement était trop élevée, puis surtout trop élevée de façon rapprochée. Dans le sens que c'est encore important de faire des séances importantes, intenses, à plus ou moins 2 semaines des Olympiques, mais pas trop souvent dans la semaine, plus de temps de récupération entre les séances, puis justement que l'athlète arrive physiquement puis mentalement prêt lorsqu'il va être aux Olympiques et non épuisé de ces 2 dernières semaines d'entraînement. Parce que ça me rappelle que là, tu as 4 athlètes qui ne sont pas les tiens, 5 sont contre Simone. La confiance est importante. Si l'athlète en question ne connaît pas les succès escomptés, ne fait pas ses meilleurs temps ou en tout cas n'est pas bien préparé, c'est sûr que ça rebondit dans ta cour, là, quelque part. Oui, en quelque sorte, il faut essayer d'avoir le meilleur impact qu'on peut avoir sur ces athlètes-là sans trop en faire. Fait que comme je disais, c'est des petits détails. Puis on a aussi une équipe de soutien qui travaille avec nous que j'aime bien impliquer, que ce soit psychologue, préparateur physique, physiologiste. Donc, l'enjeu à Paris de la chaleur va être important. Donc, d'aider les athlètes à développer une stratégie pour, OK, est-ce qu'on met une veste avec de la glace? Comment on s'hydrate? À quel moment? Comment est-ce qu'on s'assure de garder notre corps au frais? Donc, développer cette stratégie-là de concert avec l'athlète, le physiologiste, puis moi comme coach de l'équipe, c'est des petits détails qu'on veut essayer d'aider les athlètes à maximiser leur performance. Puis c'est pour ça qu'on va être à Barcelone dans la période préparatoire. Puis à un certain moment, ça nous est traversé l'esprit de dire, est-ce qu'on va seulement être basé à Saint-Moritz pour maximiser les effets de l'altitude un peu plus longtemps puis aller directement à Paris? Puis en pesant les pour et les contre, moi, ma décision, ça a été, on est mieux d'avoir quelques jours de moins en altitude, mais de s'assurer que les athlètes soient prêts à la chaleur, parce qu'ils ont beau être physiquement, physiologiquement en forme, si leur corps n'est pas prêt à fournir un effort intense dans la chaleur, ils ne vont pas performer à Paris. Fait que c'est ces petits détails-là avec l'équipe de soutien puis les coachs qu'on essaie d'avoir un impact positif sur les performances des athlètes. Mon Dieu, ça doit te rappeler des souvenirs, Laurent, parce que tu l'as vécu, toi, aux Jeux olympiques, à être à 1 semaine ou 2 de la compétition de ta vie.
Oui, ben c'est justement ça. Avec les Olympiques, il y a des budgets que tu n'as pas d'habitude pour des camps d'entraînement et tout, puis c'est des choix auxquels tu n'as pas nécessairement à faire face tout le temps, en tout cas pour nous en patin. Donc, c'est d'essayer justement de trouver la bonne stratégie sans trop en faire, sans trop nécessairement changer l'approche que les athlètes sont habitués. Chaque athlète est capable de s'adapter différemment à différentes circonstances. Fait que c'est un choix un peu, je pense, de groupe pour voir est-ce que tout le monde va y trouver son compte, mais il faut que tu ajustes un petit peu individuellement. J'imagine que je veux dire, tu es un coach maintenant d'expérience, Félix-Antoine, fait que c'est quelque chose que tu es habitué de gérer, mais justement, est-ce que tu as 3 athlètes de 3 distances différentes, tes trois gars que tu coaches vraiment à l'année. Comment tu gères 3 programmes complètement distincts? Combien d'entraînements en pourcentage ils font ensemble? Comment tu gères 3 gars de 3 distances différentes? Ben, je dirais qu'en athlétisme, en partant, il y a 2 à 3 entraînements clés dans la semaine où on va être sur la piste avec les chaussures de compétition, les pointes, à des intensités élevées, donc vitesse course ou plus vite. Puis le reste de la semaine, règle générale, c'est des séances de course, de jogging à basse intensité, c'est des séances de musculation. Donc, ce qui est en dehors de la piste, les volumes d'entraînement que les 3 gars font, comme ils ont un niveau similaire dans leurs épreuves respectives, se ressemblent beaucoup. Donc, quand ils ont, règle générale, une journée type où il n'y a pas d'entraînement sur piste, ils vont avoir 2 séances de jogging dans la journée, 10 à 12 km le matin, 8 à 10 km le soir, puis souvent une séance de musculation entre les deux. Donc, cette journée type-là, elle est la même pour les 3. Maintenant, c'est quand on est sur la piste à des efforts spécifiques où ça va différer. Il y a peut-être la moitié des entraînements sur la piste où ils ont les mêmes séances, parce qu'en bout de ligne, Charles, spécialiste de 1500, Jean-Simon, spécialiste de 3000 mètres steeple, Thomas, spécialiste de 5000, ça reste des épreuves où les qualités prédominantes sont en lien avec l'aérobie. Mais il y a l'autre moitié des séances où ils sont différentes, spécifiques à leur épreuve, où par exemple Jean-Simon va devoir passer des haies lors de ses séances d'intervalle, où Charles va être à des allures un petit peu plus rapides pour simuler un effort 1500, Thomas des distances un petit peu plus longues en répétition pour simuler l'effort 5000. Donc j'essaie de trouver le bénéfice de l'effet de groupe, comme on a 3 coureurs à peu près du même niveau, mais garder un programme qui est spécifique à leurs besoins. C'est très important ce que vous vivez. Puis on lit un peu les articles qu'il y a eu sur toi, mais aussi Jean-Simon, Thomas et tout ça. Puis je pense que le fait d'être un trio, ça a été bénéfique pour les 3, évidemment. Là. Tout à fait, dans le sens où ils se tirent vers le haut, tout le monde. Ouais. Puis quand un des 3 a une journée un petit peu plus difficile à l'entraînement, ben les 2 autres peuvent être là pour le soutenir. Puis de par le fait que les 3 athlètes, dans les 2 dernières années, ont beaucoup progressé, beaucoup de records personnels, ben ça donne confiance quand tu vois ton coéquipier qui fait un programme d'entraînement similaire, avoir des bons résultats. Ben tu te dis, OK, moi aussi je suis capable, moi aussi je veux atteindre ce genre de résultats-là. Puis je dirais que c'est une des raisons pourquoi Thomas a eu une grosse amélioration cette année puis a réussi à se qualifier pour les Olympiques, alors qu'il y a quelques mois, statistiquement, ses chances étaient peu élevées. Mais au quotidien, d'être avec Charles, avec Jean-Simon, de voir qu'à l'entraînement, il est aussi en forme qu'eux, puis que les 2 autres gars se dirigent vers les Jeux olympiques, à un moment donné, il y a eu un déclic, puis il a dit hey, « moi aussi, je suis capable, puis je vais faire ce qu'il faut pour y arriver ». Oui, parce qu'on lisait là, que Thomas a toujours eu le talent, mais la motivation a été difficile par moment cet hiver. Alors, c'est ce que tu dis dans le fond. C'est ça, puis il a pris les moyens dans le sens que, oui ses 2 coéquipiers l'ont aidé, mais je me souviens quand je parlais à mes collègues entraîneurs du Canada, puis même de l'international en avril, à l'entraînement à Flagstaff, puis que je leur parlais de notre plan de match pour essayer de se qualifier aux Olympiques, puis on se faisait un peu regarder en disant « OK, vous êtes ambitieux parce qu'il est encore loin. » Mais tu sais, autant Thomas que moi, on croyait qu'il avait ses chances, même si, entre guillemets, c'était un peu un long shot, mais le fait qu'il ait cru en lui puis qu'il ait été ambitieux, ça a fait la différence aussi. Tu as dû vivre ça en patin aussi, Laurent, hein? Ben oui, mais ça, j'adore t'entendre dire ça parce qu'un coach qui croit à un athlète, ça peut faire un monde de différence. Puis c'est niaiseux, mais il y a plein de coachs qui ne croient pas en leurs athlètes. C'est dommage à voir, mais on le voit tout le temps. Là, des coachs qui c'est comme. Ben oui, on le voit en patin, en tout cas. Là, je veux dire, je peux parler tous les mondes, mais tu sais, un coach qui dit ah non, il n'y a rien à faire avec lui, ou tu sais, il n'est pas motivé, ou il est pas. Mais tu sais, comme coach, c'est ton travail un peu là, d'amener un athlète à être motivé. C'est comme si cet athlète-là, c'est une personne qui ne peut pas changer, elle ne peut pas s'améliorer, elle peut pas. Tu n'as pas d'influence sur elle. Voyons donc, tu sais, si tu peux la mettre dans une position où elle peut augmenter ses chances de réussite. Puis ça semble être ça que tu as fait un peu avec Thomas. Puis c'est une question de culture. Là, justement, moi, c'est ça que je voulais aborder un peu avec toi. C'est j'ai l'impression que les gars, ils croient. Puis il y a 10 ans, c'était comme impossible là, pour un athlète québécois à Québec de faire des Olympiques en athlétisme.
quel rôle tu as eu là-dedans pour changer un petit peu la croyance que les gens ont dans le programme, la culture de haut niveau, de viser le haut niveau, de ne pas être intimidé par les gens des autres pays ou les gens des autres provinces? Ouais, ça, c'est peut-être ma plus grande fierté d'avoir été capable d'avoir un impact. Si on regarde dans les 3 derniers Jeux olympiques, les athlètes québécois en athlétisme, c'était toujours entre 1 et 3. Donc, là, on est à 7 athlètes québécois qualifiés pour les Jeux olympiques cette année. Donc, c'est une belle progression. On est bien content de ça à Athlétisme Québec. Puis, sur le plan personnel, ben, c'est sûr que j'ai une fierté supplémentaire quand on analyse que plusieurs de ces athlètes-là s'entraînent dans des milieux québécois aussi. Donc, dans le passé, l'ambition d'être un Québécois qui se rend aux Olympiques en athlétisme, c'était très, très peu probable. Puis les rares fois où ça arrivait, où on s'en approchait, c'était des athlètes qui avaient fait le choix de s'exiler, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres provinces canadiennes. Donc, de voir qu'on peut avoir du succès en tant que Québécois, puis certains d'entre eux en étant basés au Québec, ça, je pense que c'est une belle fierté qui peut inspirer les prochaines générations. Puis pas juste les athlètes, mais aussi les clubs, les administrateurs, les coachs, que si on met les bonnes structures en place, on en a des athlètes talentueux au Québec dans toutes les disciplines d'athlétisme. Puis si on prend les moyens pour y arriver, on peut avoir du succès. Puis dans mon cas, ben, ça s'est fait une étape à la fois, mais je pense que s'il y a une ligne directrice, c'est d'être ambitieux. Puis c'est pas parce que on n'avait pas l'habitude de voir des athlètes québécois remporter des championnats canadiens ou se tailler une place en équipe nationale qu'il faut penser que c'est pas possible. Puis à partir du moment où on a l'ambition puis le rêve d'y arriver, après ça, il faut faire un travail d'analyse. Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi les moyens qu'il faut prendre? Comment est-ce qu'il faut changer nos méthodes d'entraînement, notre mentalité? Puis étape par étape, on peut y arriver. Puis j'espère que le fait d'avoir 7 athlètes aux Olympiques qui proviennent du Québec cette année, ce sera juste le début d'une tendance inversée, puis qu'il y aura encore plus de Québécois qui auront du succès sur la scène internationale dans les prochaines années, encore plus d'athlètes aux Olympiques en 2028 à Los Angeles. C'est justement une de mes questions, coach Lapointe. Qu'est-ce qui te rendrait heureux après les Jeux, pour toi, pour eux, mais aussi pour ton sport? Ben, si on prend le cas des 3 athlètes que j'encadre, c'est vraiment d'être la meilleure version d'eux-mêmes sur cette ligne de départ-là aux Olympiques. Des PB pour tout le monde, ça serait parfait. Ouais, c'est ça, des records personnels pour tout le monde. Puis une place en finale, peut-être, ça pourrait faire partie des objectifs. On sait que l'an passé, au championnat du monde, alors que c'est à peu près le même pool d'athlètes, Jean-Simon avait causé la surprise en terminant 8e aux 3000 mètres steeple. Donc, d'être à nouveau en finale, possiblement même d'améliorer cette 8e place mondiale-là, ça pourrait faire partie des objectifs. Charles, à tous les fois qu'il a participé aux mondiaux ou aux Olympiques, il a réussi à avancer de la qualification à la demi-finale, mais il en a toujours manqué un tout petit peu pour faire la finale. Donc, je pense que ça viendrait bien terminer son parcours olympique que de réussir à se qualifier pour la finale. Puis Thomas, on ne se met pas de limite. Au même titre où ça paraissait improbable de se rendre aux Olympiques pour lui, pourquoi pas se tailler une place avec les meilleurs au monde en finale. Il y a des bonnes capacités de sprint finale à la fin de course, dépendant comment je joue la qualification. Souvent, c'est stratégique, puis ça nécessite des pointes de vitesse élevées à la fin. Il pourrait possiblement être capable de tirer son épingle du jeu. Puis au bout du compte, c'est de ne pas avoir de regrets, dans le sens que l'objectif ultime, c'est d'avoir la meilleure place, de faire la finale, mais peu importe comment ça va se terminer, quel genre de performance ils vont être capables de livrer, de repartir de Paris la tête haute, fiers de ce qu'ils ont accompli, je pense que je vais être content si c'est ça qui arrive. Puis si ça peut contribuer à inspirer la prochaine génération, puis qu'on continue d'avoir du succès en athlétisme au Québec, je vais être content de cette partie-là aussi. Moi, je me demande tout le temps, je suis entraîneur, mettons, en athlétisme, c'est drôle, j'aurais tendance à aller voir sur les terrains de soccer, puis trouver une autre Audrey Leduc qui joue au soccer, qui court vite, mais à ses époques, elle pourrait être rapide, puis même aller aux Jeux olympiques dans un sport en particulier. Est-ce que tu fais le tour de tous les terrains de soccer puis de basket à travers le Québec? J'avoue que en fonction de mes rôles et mandats actuels, j'ai plus ou moins le temps et la disponibilité pour faire ça, mais c'est sûr que du talent, il y en a partout, puis on est un sport qui demeure quand même à développement tardif. Ça veut dire que dans la plupart des cas, en jeune âge, c'est des athlètes qui ont participé à d'autres sports, que ce soit Audrey, Charles, Jean-Simon, Thomas, ils ont tous ou à peu près joué au soccer ou à d'autres disciplines sportives de sport collectif quand ils étaient jeunes, puis c'est un modèle qu'on encourage, dans le sens où on n'a pas besoin de se spécialiser en athlétisme à 10, 12, 13 ans. On peut commencer à en faire un petit peu lorsqu'on est au secondaire, en conciliant ça avec la pratique de d'autres sports. Puis lorsqu'on découvre l'intérêt, puis qu'on voit qu'on a du succès, un certain talent, vers 14, 15, 16 ans, commencer à avoir une pratique un petit peu plus sérieuse. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant dans notre sport par rapport à d'autres disciplines où l'aspect technique est tellement important que si tu n'en fais pas sur une base
presque quotidienne à 10-12 ans, tes chances de succès à long terme ne sont pas là. Donc, on peut Genre avoir cette patinage de vitesse. flexibilité-là. Bah, exactement comme le patin de vitesse, en effet. Là. Surtout courte piste, là, C'est fou, ça hein? ne fonctionne pas, le monde qui switch tard, à moins que tu switches du court au longue piste ou en Ouais. intra-patin de vitesse. Là, mais athlétisme, n'importe quel joueur de foot de 16 ans aux États-Unis a un potentiel de faire un 100 mètres à un moment donné en athlétisme. Là. Il entraîne ça en football aussi. Là. Mais Ouais, ça le devrait être modèle à l'école, ça. américain, Vas-y, ils ont vas-y, du vas-y. succès là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs de football et de basket américains qui, parallèlement à leur carrière de sport collectif, font de l'athlétisme. Dans certains cas, ben, ils vont se spécialiser dans leur sport collectif puis avoir du succès même jusqu'au plus haut niveau au basket ou au football. Dans d'autres cas, rendus à l'université, ils vont voir que c'est en athlétisme qu'ils ont le plus de potentiel puis migrer vers cette discipline-là. Fait qu'il y a quelque chose à apprendre de ce fonctionnement-là aux États-Unis. Oui, puis à la limite, dans les écoles secondaires, là, je pense à voix haute, mais ça pourrait pas être fait, ça, justement, des tests en début d'année avec des jeunes à la course à pied, courte distance, longue distance, pour voir un peu leur endurance, voir leur capacité. Puis si les profs les aiguillaient là-dessus, au lieu de les mettre en kinball, là, je dis n'importe quoi, là, j'ai rien contre le Ouais. kinball. Ben, à petite échelle, ça se fait un peu avec le circuit de compétition scolaire en athlétisme. Encore faut-il Ouais. que ce soit dans des écoles qui embarquent dans le circuit. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont découvert l'athlétisme comme ça. Ils participaient à un sport collectif. Puis au printemps ou à l'été, à l'école secondaire, ils pouvaient aller faire une compétition régionale scolaire. Ils découvraient qu'il y avait un certain potentiel là-dedans. On continuait à en faire en club par la suite. Donc, à petite échelle, ça existe, mais ça pourrait être formalisé. Même chose à l'automne, dans plusieurs écoles secondaires, primaires, les jeunes font des compétitions de cross-country. Donc, c'est de continuer cette initiation-là au sport via le secteur scolaire, puis de s'assurer qu'on a les structures d'accueil pour les accueillir. Après ça, les jeunes qui, en découvrant via le scolaire, aiment la pratique du cross-country, aiment la pratique de l'athlétisme. Donc, il y a déjà quelque chose qui se fait, mais ça peut être bonifié, amélioré, puis fait à plus grande échelle, assurément. À part de l'argent aussi, je lisais là, que Deloitte a fait une étude pour le COC, le CPC, au niveau des fédérations, le financement des fédérations, qui n'a pas augmenté depuis 20 ans à peu près. Là, puis ça prendrait 104 millions par année, je pense, pour remplir les trous qu'il y a présentement. Est-ce que tu le sens, ça, qu'il n'y a pas assez de financement dans ton sport également? C'est sûr que c'est un enjeu, c'est un défi. Puis ne serait-ce que les allocations via les brevets nationaux ou les crédits d'impôt provinciaux aux athlètes, les montants n'ont pas ou peu bougé à travers les années alors que le coût de la vie augmente. Ben ouais. Même chose pour les budgets des clubs, des fédérations, des structures d'accueil. Réserver une chambre d'hôtel, réserver un autobus pour une équipe versus il y a 20 ans, ben, ça coûte beaucoup plus cher. Puis les soutiens financiers qu'on reçoit n'ont pas ou peu bougé. Fait que c'est sûr que pour les clubs, les organisations, les fédérations, c'est constamment des casse-têtes pour savoir comment on peut soutenir les athlètes le mieux possible. Puis, des fois, j'aime dire aux athlètes, parfois, il faut se contenter de voir le verre d'eau à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Dans le sens que si les gens dans le milieu, on est tout le temps en train de chialer parce qu'on n'a pas les ressources financières idéales, ben on n'aura pas de succès. Faut parfois être capable de faire le travail, l'entraînement, peu importe les conditions, mais c'est sûr que si on veut maximiser nos chances de succès, un meilleur soutien aiderait. Ça aiderait aussi à garder les athlètes dans le sport plus longtemps. Il y en a qui arrivent à un certain moment de leur carrière où financièrement, même s'ils sont de niveau olympique, c'est difficile d'arriver, donc ils doivent aller sur le marché du travail. Il y en a d'autres que peut-être qu'au lieu de juste se qualifier aux Olympiques, s'il y avait plus de soutien pour avoir des coachs à temps plein avec eux, une équipe de soutien qui les aide, peut-être qu'au lieu d'être un athlète qui se qualifie, il serait un athlète médaillé. Fait que toutes ces petites marges-là, si on a un petit peu plus de financement, on pourrait aller les chercher, mais j'aime pas vraiment être toujours l'intervenant qui critique, puis parfois c'est de rappeler aux athlètes puis rappeler aux gens du milieu, même si on n'a pas toutes les ressources idéales, si on est déterminé, puis on s'y met, puis on fait bien les choses, on peut avoir du succès. On le voit dans les âges de retraite des sportifs. Là, sur la Ligue nationale de hockey, il n'y a personne qui prend sa retraite avant d'avoir 35 ans, mais nous, dans nos sports olympiques, c'est bien rare qu'on se rende à cet âge-là parce qu'à un moment donné, la grande majorité des athlètes ont de la difficulté à en vivre. Fait que s'ils ont été capables d'aller à l'école en même temps, assez rapidement, le choix commence à être trop important. Ils veulent fonder une famille, ils veulent rester à la maison, gagner un meilleur salaire. Puis c'est dommage. En effet, je suis d'accord avec toi que moi non plus, j'aime pas ça chialer dans le sens que j'aime ça. Je considère que j'ai tout ce que ça me prend comme athlète pour être bon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas être mieux encadré. C'est un petit peu ça que tu veux dire. C'est que oui, tu veux te battre pour avoir mieux, mais si tu ne veux pas l'utiliser comme excuse, que c'est pour ça qu'on n'est pas capable de rivaliser. Tout à fait. Puis tu sais, à ce niveau-là, j'aime dire que le soutien qu'on a eu dans les dernières années au Québec, puis dans la situation des athlètes que j'encadre est quand même bien. Depuis 2018, j'ai la chance d'être engagé par la Fédération provinciale.
pour coacher à temps plein un groupe d'athlètes de haut niveau. Donc, ça me donne plus de flexibilité pour partir en camp d'entraînement, accompagner les athlètes en tournée de compétition en Europe, alors qu'avant, il y avait plus ou moins de postes comme ça qui existaient. J'avais encore une certaine chance d'être entraîneur à temps plein au niveau universitaire, mais pour la très haute performance, les fins détails d'accompagner les athlètes à l'international, je ne pouvais pas toujours le faire avec la même flexibilité. Donc, que la fédération a été proactive pour me donner ce mandat-là, ça fait partie des ingrédients qui ont amené au succès des athlètes comme Charles, Jean-Simon, Thomas. Ah, c'est fantastique. Mais d'ailleurs, écoute, je sais que tout le monde inspire tout le monde, puis il le fait chialer, c'est pas chialer, mais de mettre le doigt sur les bobos actuels dans le sport canadien avant les Jeux, c'est pas le moment, je suis d'accord avec toi. Mais après les Jeux, c'est le moment parce que la fenêtre est encore là. Si jamais vous avez du succès, ben let's go. Il faut encore miser là-dessus. Il faut que les politiciens fassent autre chose que donner la main pour dire on est fiers de vous. Là. Ça prend un budget. Puis si ça n'a pas bien été, ben c'est peut-être le moment de dire hey, faut que ça change. Faut que ça change. Puis il y a une belle énergie présentement en athlétisme au Canada. Oui. Lors des derniers championnats du monde à Budapest l'an dernier en 2023, en Oregon en 2022, plusieurs médailles canadiennes. Fait que ça aussi, ça inspire. Ben oui. Puis même des athlètes comme Charles, Jean-Simon, Thomas, même si c'est pas la même discipline qu'eux, que ce soit des athlètes de lancer, de saut, d'épreuves combinées, de voir des Canadiens remporter des médailles mondiales, ben ça aussi, ça les inspire. Puis ça dit, OK, moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est contagieux, cette énergie-là. Ouais, on le sent particulièrement aux Olympiques, là, quand quelqu'un... moi, en patin, quand Izzy Wideman a gagné plusieurs médailles des longues distances féminines, ça n'a aucun rapport avec mon sprint masculin. Là, on ne s'entraîne jamais ensemble, on n'habite pas dans la même ville. Mais je veux dire, c'est motivant, c'est inspirant quand même. Tu le sens, il y a une énergie collective que, même si c'est un sport individuel, tu as une énergie de groupe, c'est une équipe, tu voyages ensemble à l'année, tu sais, pour des compétitions, nous, c'est des Coupes du Monde, vous, des Diamond League, mais tu sais, dans le sens que tu t'inspires de ça, puis tant mieux, parce que c'est ça qui rend ça le fun un peu en groupe, une expérience humaine. Oui, il y a une belle énergie, puis on se mentira pas, la visibilité média, l'année olympique, elle est toujours particulière. Puis ce que je peux peut-être souhaiter, c'est que ça puisse se transposer au moins en partie, ben, pas juste sur une année olympique, mais de façon continue, dans le sens où on le dit souvent, ben, des fois le grand public a l'impression que ces athlètes-là, ils existent une année sur quatre, mais c'est des carrières, c'est des 4, 5, 10 ans d'entraînement intensif pour pouvoir aspirer à avoir ce niveau-là. Fait que si on peut ne pas les oublier puis bien les supporter, pas seulement l'année olympique, mais en continu dans leur carrière, c'est peut-être un de mes souhaits. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est un petit peu notre raison d'être, là, parce qu'on trouve qu'on n'en parle pas assez de ces sports-là en dehors de l'année, le lead-up puis le 3 semaines olympiques. Là, on a tendance à être un petit peu oublié les autres années, mais il y a des championnats du monde, il y a des Diamond League, il y a des grosses courses, il y a des grosses performances, des histoires de triomphe puis de déception humaine qui méritent d'être parlées, même si c'est pas aux Jeux olympiques. Oui, puis je vous dirais que sur la scène locale, de voir plusieurs milliers de personnes dans les estrades à Montréal au Centre Claude Robillard lors des essais olympiques il y a quelques semaines, ça aussi, c'est que comme intervenant du milieu, comme coach, les athlètes aussi, c'était une belle fierté de voir que notre sport, il peut être impressionnant, il peut être spectaculaire. Puis si monsieur, madame, tout le monde nous donne l'occasion de regarder une finale de 100 mètres au championnat canadien ou une finale de 5000 mètres, ben c'est trippant autant que de regarder un match de basket ou de soccer. Mm-hmm. Oui. Non, pas ouverture, parce qu'on sait que ça peut être assez fatigant, épuisant pour les athlètes. Puis la stratégie qu'on a développée à Athletics Canada, c'est que
les athlètes arrivent au village olympique seulement 3 à 4 jours avant leur première épreuve. Puis comme on n'est pas dans les premières journées, l'athlétisme, on va regarder la cérémonie de Barcelone. Par contre, les athlètes ont la possibilité d'aller à la cérémonie de fermeture, puis je devrais être là aussi. Donc, on pourra avoir cette opportunité-là pour clore l'expérience olympique puis vivre un beau moment. À suivre. As-tu fait des paris sportifs là-dessus, Marc? Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Puis merci pour l'intérêt pour l'athlétisme, toujours apprécié. On vous donne de l'amour, puis vous le méritez. C'est, selon moi, le sport le plus pur au monde. Puis c'est extrêmement impressionnant à vous voir aller. On vous souhaite bonne chance aux Olympiques. Merci. Oui, vraiment. Puis c'est toujours le fun de parler à des gens qui vont être impliqués aux Olympiques là, juste avant les Jeux, voir la dernière préparation, dernière ligne droite avant le jour J. Puis moi, personnellement, de connaître un peu les gars, de les voir s'entraîner un peu au centre de glace là, pendant l'hiver, partager le même lieu d'entraînement, c'est sûr que j'allais les suivre, mais ça va être encore plus vrai, c'est sûr. Je vais regarder toutes leurs courses. J'espère 3 courses pour Charles puis 2 pour les autres, hein, s'ils se rendent tous en finale, mais on va regarder ça assidûment à l'ordinateur de la maison. Mm-hmm. En effet, merci beaucoup à Chrono Aviation, puis longue vie à notre partenariat et longue vie à notre balado. Merci.